C'est avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve dans le cadre de ce magazine. Dans le langage médical, la perte de la virginité est définie uniquement par un hymen rompu, quelle qu'en soit la cause, rapport sexuel ou même certaines activités physiques. Il faut le dire, au cours de 50 dernières années, l'âge moyen de la perte de la virginité a baissé chez les jeunes filles et se rapproche désormais de celui des garçons. Et pourtant, plusieurs raisons poussent la jeune fille à pouvoir garder sa virginité, quotient morale pour certains et passeport pour le mariage pour d'autres. La virginité, c'est le sujet du check-up de ce jour. La virginité, un état qui semble de plus en plus rare à retrouver chez de nombreuses femmes, surtout en milieu de jeunes. Motif de fierté à l'entrée du mariage, nombreuses sont celles qui ont perdu leur état de virginité. Pourtant, il y en a encore qui le sont. Tout est parfois question d'objectivité. Celles qui l'ont perdu, même si elles ne le disent pas tout haut, la plupart d'entre elles recourent à des produits cosmétiques et même aphrodisiaques pour rétrécir leur appareil génital. Moi, je conseillerais aux jeunes filles de ne jamais mettre les histoires dans leurs appareils génitaux. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon et ça cause des maladies à la longue. Je connais une femme, pour se rajeunir, en tant qu'une maman, pour se rajeunir, il mettait des histoires là de fait pour que son appareil génital, ça se rétrécisse. Et à la longue, la maman a eu une maladie là, je crois, le cancer de vagin ou de l'utérus, je ne sais pas. Et à chaque fois, la femme faisait couler de l'eau dans son appareil. Et jusqu'à sa mort. Même quand vous introduisez les doigts, il faut savoir jusqu'à quel niveau et comment. Et surtout avec vos pratiques des longs ongles là, c'est vraiment déconseillé. Vous risquez même d'amener les microbes, vous vous contaminez vous-même. Méthode que ne partagent pas d'autres femmes. L'expérience de certaines a prouvé que cette pratique peut être fatale. Il arrive de fois que certaines femmes les utilisent en cas de frigidité. C'est en ce moment-là que tu peux voir ces mamans tradies praticiennes, leur expliquer ton cas. Elles pourront te recommander de plantes à utiliser. On n'utilise pas ces plantes en vain, c'est surtout en cas de frigidité. Elles n'ont aucun inconvénient, même le gingembre rétrécit l'organe génital de la femme. Vous n'avez pas besoin de médicaments apéritifs. Garder sa virginité pour une femme suscite de nombreux débats très controversés. Qu'à cela ne tienne, garder sa virginité, au-delà des rumeurs, est un motif de fierté et d'honneur pour toute femme, du moins jusqu'au mariage. Cette émission sera consacrée à la virginité et pour en parler, un gynécologue andrologue sur ce plateau. Il s'agit du docteur Fidèle Vangou. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci beaucoup, madame. Docteur, avec vous, on va parler de la virginité, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir qui signifie concrètement être vierge? Être vierge, c'est tout un phénomène parce que cela est une qualité qu'on confère à une femme, qu'elle soit jeune fille ou femme ou jeune dame, qui n'a jamais connu la pénétration du sexe masculin dans son organe génital, et c'est celle-là qu'on appelle vierge. Lorsque vous dites qu'il n'a jamais connu la pénétration, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on a perdu sa virginité par rapport à autre chose, de l'activité sportive par exemple, ou parce qu'on a l'habitude de se masturber et on perd sa virginité? Est-il possible? Pas nécessairement. Tout dépend de l'apport, de l'approche aussi, de l'état de virginité. En principe, selon la vraie définition, c'est l'absence de la pénétration du sexe masculin. Mais il est vrai que certaines pratiques peuvent entraîner, n'est-ce pas, la perte dans l'autre sens de la définition de la virginité. L'autre sens, c'est L'autre sens, c'est que la virginité s'est définie aussi par la présence de l'hymen. Alors, les pratiques dont vous avez fait allusion entraînent bien sûr la disparition de l'hymen. Mais cela ne dit guère
qu'on a perdu sa virginité. Mais docteur, est-ce qu'on peut essayer d'établir une démarcation entre l'absence de l'hymen et la perte de la virginité? Bien sûr que oui, il y a une démarcation parce que, au fait, il y a lieu de perdre l'hymen par d'autres actions, notamment les infections. On peut perdre la virginité, notamment les pratiques dont vous avez fait allusion, on peut perdre la virginité, notamment également les traumatismes peuvent entraîner la perte de la virginité. Mais au fait, la virginité ne se définit pas seulement par l'absence de l'hymen. Donc, on peut le perdre, mais ça ne se définit pas par l'absence de l'hymen, c'est plutôt la pénétration. Et c'est là où j'insiste un peu pour que l'appréhension soit bien comprise. Mais on dit que l'hymen, chaque femme, chaque fille naît avec, mais ce n'est pas toujours la même situation chez toutes les filles. Bien sûr que oui, vous savez que... ceux-là qui naissent sans hymen. Bien sûr, vous savez, la présence de l'hymen dans le corps de la femme, c'est lié à l'action d'un antigène qu'on appelle XY, et notamment de l'action de l'hormone qu'on appelle l'antimüllérienne, qui arrive, n'est-ce pas, à déterminer le sexe de la femme. Et lorsque ces hormones agissent au niveau du canal de Müller, et la partie basse des organes génitaux de la femme seront formés, n'est-ce pas? Et lorsque ça se forme, la partie inférieure, qui constitue, n'est-ce pas, les vagins, à l'abouchement du vagin, vous avez, n'est-ce pas, la présence de cette membrane-là, qu'on appelle l'hymen. Mais il faudrait savoir que lors de l'action de ces hormones, de cette hormone également de cet antigène, il peut y avoir des actions qui peuvent interférer sur l'action de ces deux éléments. Alors, il arriverait deux fois que leur action n'a pas été suffisante. Complètement voilà, n'a pas été suffisante sur le canal de Müller, et vous aurez l'apparition de ce qu'on appelle les malformations. Donc, il y a soit une malformation qui déforme carrément la forme de l'hymen, soit ça entraîne carrément l'absence de l'hymen, ou alors ça le fait apparaître sous forme de élastique. Donc, cela explique mieux, n'est-ce pas, l'absence ou la présence, mais sous une forme altérée de l'hymen chez la femme. Docteur, si je vous comprends bien, il existe plusieurs formes d'hymen dans le corps de la femme. Bien sûr que oui, bien sûr, tel que je viens de l'expliquer. S'il faudrait que j'énumère, vous avez par exemple l'hymen élastique, ce sont des hymens qui peuvent simuler l'état de virginité parce qu'il y a de ces femmes qui présentent cet hymen. Elles ont connu des pénétrations lors de premières coïtes, mais l'hymen reste en place. Et cela ne se déchire pas. Vous comprenez? Donc elle peut avoir 2, 3, 10 rapports, mais l'hymen se reconstitue parce qu'elle est élastique. Deuxième sorte d'hymen, c'est l'hymen fibreux. Et là, alors, c'est catastrophique parce que c'est hyper vascularisé. Alors, à ce moment-là, dès que la femme a le premier rapport, vous avez un saignement catastrophique. Et cela peut entraîner à ce qu'on amène la femme à l'hôpital. En plein coït, on arrête et puis on amène. Bien, il y a aussi des hymens qui sont sous forme d'une bandelette fibreuse. Et lorsque l'homme pénètre pour la première fois, vous n'allez pas vous apercevoir effectivement que cette femme-là est vierge ou pas. L'homme ne l'apercevra pas, mais il faudrait que le gynécologue fasse une investigation là-dessus pour s'en apercevoir. Donc voilà un peu les différentes sortes de hymens. Et il y a aussi l'imperforation hyméale. Donc l'hymen couvre complètement le hiatus vaginal et vous avez l'impression que la femme ou la jeune fille n'a pas de vagin. Alors à ce moment-là, lors de premier rapport ou lors de première menstruation, la jeune fille ne va pas remarquer l'écoulement menstruel. Mais là, c'est un problème. C'est un problème sérieux qui nécessite une intervention chirurgicale et ça va, parce que ça va entraîner ce qu'on appelle l'hématocolpose. À l'intérieur, il y aura accumulation du sang et qui va, n'est-ce pas, entraîner des malaises chez la jeune fille qui va la pousser à consulter. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des saignements. Est-ce que lors la première fois, lors de premier rapport sexuel, il est important de saigner? Bien, tout dépend. Tout dépend de l'état de l'hymen. Mais il est vrai que d'après la tradition,
on a cru que lors du premier rapport, on doit nécessairement saigner. On saigne nécessairement lors du premier rapport si l'hymen a un état Mais lorsque normal. ça n'arrive pas? Lorsque ça n'arrive pas, il ne faudrait pas incriminer la femme. Ça arrivera un jour, certainement. Ça pourrait arriver lorsqu'il s'agit de l'hymen élastique, et ça n'arrivera pas lorsque c'est l'hymen fibré, ou ça n'arrivera pas lorsque l'hymen n'existe pas. Donc, je vous ai parlé de l'aplasie hyméale. Donc, ça n'arrivera pas. Ou alors, ça arrivera de façon catastrophique lorsqu'il s'agit de l'hymen fibreux. Donc, voilà, le fait de saigner dans un premier rapport, et de façon minime, signe bien que vous avez eu des organes génitaux qui sont tout à fait normaux, bien formés. Mais lorsqu'il y a des altérations ou il y a absence, cela ne dit guère que vous n'êtes pas vierge. Docteur, vous parlez de la tradition. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de la virginité va au-delà même de la médecine. Dans certaines religions, dans certaines traditions, dans certaines familles, il est important de pouvoir garder sa virginité. Et d'autres parents même se livrent à des tests de virginité. Est-ce que ce test-là est fiable? Moi, je dirais non. Je dirais non. Le test de virginité ne doit pas être fait par des profanes. Parce que l'état anatomique du corps de la femme, seul le gynécologue qui les maîtrise. Il est vrai que dans la tradition, il y avait des gens qui étaient rodés à cela, mais il y a beaucoup d'éléments qui échappent. Et c'est comme ça que dans la tradition, on réduit carrément l'état de virginité par la présence de l'hymen. Également, pour prouver effectivement qu'on est vierge, on doit saigner. Alors que la médecine actuellement, avec le développement de la médecine de la gynécologie, il ne s'agit pas de saignement, il ne s'agit pas que l'hymen soit là pour qu'on dise qu'on est vierge. Et c'est comme ça que vous avez vu, ma définition a été trop stricte et sévère. Mais est-ce qu'on peut savoir le critère qui prouve qu'on est vierge? Parce que je me dis, est-ce qu'un gynécologue peut-il détecter que cette personne est vierge ou pas? Je crois que avant, dans la tradition, le critère de la virginité, c'était la présence des l'hymen. Mais avec le développement de la médecine, ce n'est plus ça. Vous comprenez? Alors, on peut citer quoi comme pour critère? détecter qu'une jeune fille est vierge, il faudrait la présence d'un gynécologue qui va effectivement examiner l'anatomie de la partie basse du vagin, notamment l'hymen, ou la présence d'un anneau, ainsi de suite, pour vous confirmer effectivement cette fille est vierge. Ce que je vous dis, ça, sont pesant d'or. Vous savez, un jour, j'étais devant un pasteur qui a répudié sa femme parce que la fille a dit que je suis vierge. Et lorsque le pasteur a tout fait pour épouser cette fille, alors lors du premier rapport, il a remarqué qu'il est entré sans problème. Alors il en a fait tout un problème, il est allé en retraite pendant des mois et des mois. Heureusement pour lui que moi j'étais dans le lieu de retraite, je le connais très bien, je lui ai posé le problème, pourquoi tu es en train de pleurer? Il dit non mais cette fille-là, cette soeur m'a trompé. Alors je lui ai dit non, ne vous en faites pas pasteur, amenez-moi cette fille, je vous dirai si oui ou non. Et quand j'ai examiné, cette fille, elle n'a jamais été déflorée. Effectivement, elle avait l'hymen mal formé sous forme d'anneau. Je lui ai dit, cette fille reste encore vierge. Il faudrait plutôt élargir votre sexe pour essayer de couper cet anneau fibreux afin que tu voies effectivement qu'elle est vierge. Donc voilà, quelque part aussi l'incompatibilité entre les deux sexes pourrait ne pas arriver à dévierger une fille. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez donné un exemple qui est vraiment concret. Mais est-ce qu'on peut savoir c'est quoi une fausse virginité pour une fille? Je crois qu'une fausse virginité, c'est celle qui est fabriquée par la médecine. Comment ça fabriquée? Par la médecine, ça, nous le faisons, nous. Vous savez, nous pouvons prendre un fil, mettre tout autour de l'hiatus vaginal, pour ceux qui aiment bien saigner ou sentir une douleur. Nous mettons ça sous l'hiatus vaginal et nous les resserrons. Lors de la première pénétration, bien que la fille a été déviergée, vous allez remarquer qu'il y aura une petite cassure et l'homme aura des difficultés pour entrer. Et alors, lorsqu'il y aura cette cassure, il y aura des petites lésions qui peuvent intervenir. N'y aura-t-il pas des conséquences à la longue après avoir fait cela? Il n'y a pas de conséquences parce que le fil que nous mettons est compatible avec l'organe des humains.
Vous comprenez? Ça, c'est la fausse virginité qui est fabriquée par la médecine. La deuxième fausse virginité, c'est fabriquée par la femme elle-même. Vous savez, c'est au travers des cris, et certaines femmes utilisent, n'est-ce pas, des aiguilles pendant le premier rapport. Elles se piquent, vous ne savez pas, elles se piquent pendant que vous êtes en train de pénétrer, et ça va entraîner une petite lésion. Ça va saigner avec des cris fabriqués, du fantasme exagéré. Et lorsque vous allez regarder les draps, vous dites non, 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 en tout cas, je l'ai déviergé. Voilà. Alors que c'est très, très faux. Donc voilà un peu, ça, ce sont de fausses virginités. Ce sont des virginités fabriquées de façon artificielle ou fabriquées par la femme. Ou alors, c'est peut-être des cris seulement exagérés. La femme fait des efforts pour rétrécir son sexe, et vous avez difficile à entrer. Et tout ça, ce sont des fausses virginités. Rétrécir son sexe, la femme utilise beaucoup des méthodes actuellement. Dans les marchés, on sait voir beaucoup des produits aphrodisiaques ou même traditionnels que les femmes utilisent pour pouvoir rétrécir leur organe génital. Est-ce que cela a réellement un impact? Je crois que, je dirais que la médecine traditionnelle, parce que vous avez parlé très du efficace. marché, n'est pas très efficace, a beaucoup de vertus. C'est ce qu'il faut dire, mais ces vertus ne sont pas très bien exploitées. Rétrécir son sexe à travers les produits que nous voyons piluler sur le marché, ça a des conséquences très néfastes. Vous savez, mettre et rétrécir, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que le sexe de la femme est en communication avec l'utérus et en communication avec l'organe de procréation. Donc, il ne suffit pas seulement de trouver le plaisir dans le sexe pour rétrécir, mais il faut savoir que quand vous rétrécissez, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur l'autre mission de l'organe génital, c'est-à-dire la procréation? Vous comprenez? Vous allez donner du plaisir en rétrécissant, c'est bien, c'est une des missions du sexe. Mais la mission de la procréation, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction entre votre système de procréation et votre système de plaisir? Vous comprenez? C'est là où on n'arrive pas à comprendre. Nous avons beaucoup de vertus dans la médecine traditionnelle qui sont mal exploitées et qui ont des conséquences à la longue. Voilà. Docteur, vous parlez de la procréation, oui, c'est un point très très important, mais j'aimerais savoir sur le plan gynécologique même, est-ce que cela n'a pas de conséquences néfastes sur la physionomie de la femme? Sur la physionomie de la femme, et parler de la procréation, faire un parallélisme. Pas un parallélisme avec la procréation, mais l'utilisation de ces produits traditionnels et aphrodisiaques. Est-ce que cela, à la longue, peut créer de problèmes dans le corps de la femme même? Bien sûr que oui, je le dis. Donc ça risque d'entraîner des altérations, notamment un problème inflammatoire. Je ne m'aurais pas cité ici parce que nous avons beaucoup de recettes autour de ça, mais la première chose, c'est l'asepsie de ce produit. Une fois l'asepsie n'est pas respectée parce qu'on pile dans des morceaux, tout ça est non contrôlé. Vous comprenez? Les microbes peuvent être au rendez-vous et entraîner une endométrite, une cervicite, qui sera le point de départ d'un cancer, d'une endométrite, qui va altérer la fonction de la reproduction, ok, et qui va aller même jusqu'au niveau des trompes, entraîner des obstructions tubaires et entraîner des kystes, ainsi de suite. Ce sont des phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui, des jeunes filles qui arrivent à reproduire des kystes dans leur corps. Et il ne faut pas oublier que dans ces recettes, il y a aussi des vertus hormonales à l'intérieur. Vous mettez cela, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait dans votre organisme. Et alors, ça va perturber, altérer le fonctionnement hormonal, n'est-ce pas? Et vous allez vous retrouver dans des troubles de règles. Vous allez vous imaginer, au bas âge, vous avez ce genre de problème. Et oh, c'est le fait d'avoir utilisé toutes ces choses. D'avoir utilisé, parce que le sexe aujourd'hui, c'est un problème de la jeunesse. Hein? Vous comprenez, il n'y a plus de respect dans cela. Docteur, une autre question justement par rapport à ça. Une jeune femme sexuellement active qui, à un moment, n'a plus confiance en elle-même, quel conseil pourriez-vous lui donner pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse bien garder sa partie génitale? Je crois qu'une femme, pour qu'elle garde sa partie génitale, il faut veiller sur l'hygiène. L'hygiène, il faut savoir comment entretenir son organe génital. Et l'entretien de l'organe génital exige assez qu'on respecte l'étape dans laquelle on se retrouve. C'est-à-dire, lorsqu'on est vierge, il y a une façon de faire l'hygiène génitale. Lorsqu'on est déviergé, il y a une façon de le faire. Et lorsqu'on est dans le mariage, il y a une façon de le faire.
Ça, c'est sur l'étape de l'évolution de la vie de la femme. Deuxièmement, sur l'étape du cycle menstruel de la femme, le fonctionnement de la femme, il y a l'hygiène liée à la période non fertile, comment faire ça, et il y a l'hygiène liée à la menstruation, comment faire l'hygiène pendant la menstruation, et il y a l'hygiène liée à l'ovulation pendant que la femme est en train de vouloir procréer ou est capable de procréer. Il y a aussi l'hygiène liée à ça. Lorsqu'on ne sait pas respecter cela, on peut se retrouver pendant la procréation avec un problème d'infertilité. On se rend compte que, quelque part, on n'a pas respecté l'hygiène de cette partie-là. On est dans la période de menstruation, puisqu'on le fait de façon hasardeuse, on se retrouve devant des problèmes sérieux liés à cet état-là. Et également, dans la période non menstruelle, on peut aussi se retrouver devant des problèmes liés à l'hygiène. Docteur, je crois qu'un jour, vous pourriez encore avoir la disponibilité de venir sur ce plateau pour que nous puissions parler en long et en large de l'hygiène de sa partie génitale. Mais docteur, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce problème de virginité est plus un apanage de femmes? Ça intéresse plus les femmes que les hommes aujourd'hui? Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est lié à la culture. Vous savez, la valeur d'une femme était liée à la présence de la virginité. Et pendant que notre tradition évoluait, on croyait que pour être femme, il faudrait être vierge. Et cela était un moyen pour l'homme de faire un choix sur la femme. Et la tradition imposait réellement ces critères-là sur la femme. Et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs la domination de la femme, de l'homme sur la femme, parce que c'était une condamnation. La femme était contrainte de garder sa virginité et son sexe était lié à l'homme qui doit la déflorer. Donc voilà un peu le grand problème lié à ce critère, à ce problème de virginité. J'aimerais revenir au test vaginal, docteur Fidèle. Est-ce que ce test-là est-il différent de tests gynécologiques que vous demandez aux patients qui présentent par exemple de maladies infectieuses et le test vaginal pour savoir si elle est vierge? Y a-t-il une différence entre les deux? Bien sûr, il y a une différence parce que... On parle de frottis vaginal. Oui, on parle de test de virginité. Oui, test de virginité, il s'agit simplement de voir la partie basse du vagin. C'est-à-dire, le vagin a 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. C'est la première partie qui intéresse l'examen de la virginité. Et ça n'a rien à voir avec la présence ou pas des ovaires ou quoi que ce soit. Ça ne demande même pas peut-être un toucher, mais qui s'arrête au niveau de l'hiatus pour savoir s'il y a un anneau fibreux. Si il y a présence d'abord à l'inspection, vous regardez, vous voyez s'il y a présence ou pas. Donc s'il y a présence ou pas, vous passez à cette étape de l'inspection, vous passez maintenant au toucher, mais le toucher est plus partiel pour savoir si vous n'avez pas vu quelque chose à l'inspection. À ce moment-là, vous allez voir maintenant avec votre toucher, juste dans la partie inférieure, s'il y a un anneau. Et si vous voyez l'anneau, effectivement, la femme est vierge. Docteur Fidèle, nous tendons vers la fin de cette émission. Avant que l'on puisse vous dire au revoir, est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les femmes qui nous écoutent, mais précisément aux femmes vierges? Pour les femmes vierges, je dirais que la virginité, c'est une valeur. Ça leur confère l'honneur. Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont derrière les femmes vierges. Et pour les vierges, je leur dirais, il ne faut pas vanter votre virginité, sinon vous allez la perdre. Mais la préserver? Oui, vous la préservez comme telle, et sinon vous allez la perdre en vantant cela auprès des hommes. Ça, c'est le conseil que je leur donne. Deuxièmement, je dirais aux femmes qui me suivent, il ne faut pas croire que votre valeur a disparu pendant qu'on vous a déviergé. La valeur d'une femme, ce n'est pas seulement l'anatomie, mais c'est l'esprit des femmes. Il y a des femmes qui sont vierges, mais qui ne sont pas femmes. Mais il y a des femmes qui sont déviergées, qui sont des femmes et qui gardent la valeur. Et vous conviendrez avec moi que Marie, on l'appelle jusqu'aujourd'hui Vierge Marie, bien qu'elle a été déflorée par Joseph.
Elle a eu de frères, mais aujourd'hui on l'appelle vierge. C'est de par ses qualités intérieures, son état d'esprit et son comportement. Elle reste la mère de la nation. Elle reste vierge. On va finir cette émission, docteur, par une question. Est-il permis à une fille vierge de pouvoir faire un bain intime? Je crois que oui ou non. Je dirais oui, parce qu'il y a une façon aux vierges de faire leur bain intime. Et je dis non, lorsque la vierge veut faire la pénétration intérieure, intravaginale, lors de son bain intime. Merci beaucoup, docteur Fidèle, d'avoir répondu à notre question. Et comment faire son bain intime? C'est maintenant dans 1001 questions santé. Comment faire son bain intime? Premièrement, attention à la flore vaginale. La flore vaginale constitue un écosystème fragile, souvent mis à mal par les variations hormonales, puberté, grossesse, ménopause et par différents facteurs comme le stress ou l'usage de certains médicaments. Prudence et bons gestes s'imposent donc en matière de toilette intime. Voici les 5 règles à suivre. Lavez-vous sans excès, 1 à 2 toilettes intimes par jour. Lavez-vous superficiellement, vous risquez fort de détruire l'écosystème vaginal. La toilette intime se fait en surface. N'employez pas de savon décapant. Dites adieu aux gants des toilettes. Ils constituent des redoutables nids de bactéries. Optez pour une toilette à main nue, préalablement savonnée et rincée. Utilisez de l'eau additionnée d'un savon spécifique pour la toilette intime. Attention, il y a savon et savon. Vérifiez que celui que vous employez est destiné à un usage quotidien. Les produits à visée antibactérienne risquent d'altérer l'équilibre de la flore vaginale s'ils sont appliqués au quotidien. Au besoin, faites-vous conseiller par votre gynécologue. Ne conservez pas un tampon plus de 4 à 6 heures et changez de serviette protectrice régulièrement pendant les règles. Limitez le port de sous-vêtements synthétiques et des vêtements serrés. Après être allé à la selle, essuyez-vous d'avant en arrière. De la même manière, effectuez votre toilette intime d'avant en arrière afin de ne pas ramener des germes indésirables vers le vagin. N'alternez pas pénétration anale et pénétration vaginale lors d'un même rapport. Lavez-vous les mains et la région vulvaire dans les heures qui suivent un rapport sexuel. Docteur Fidèle Vangou, je vous dis encore une fois merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes gynécologue et andrologue et avec vous, nous avons eu à échanger pendant quelques minutes sur la virginité. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et nous espérons encore une fois vous recevoir sur ce plateau de check-up pour continuer à échanger sur ce sujet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez branchés sur B1.